Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Milgram et la soumission à l'autorité. Au jour de 1962, un jeune Américain que nous allons appeler James voit une annonce dans le journal local publié par une certaine université de Yale. L'annonce, il disait la chose suivante. Recherche de volontaires pour nous aider à réaliser une expérience sur la mémoire. Rémunération 4 $ de l'heure, l'équivalent aujourd'hui à 25 $, et aucune qualification n'est requise. James saute sur l'occasion et en se présentant à l'université en question le lendemain, il fut accueilli par le plus grand sérieux par un expert en blouse blanche qui lui explique les conditions de l'expérience. Nous allons vous conduire à une salle où vous allez trouver un autre volontaire qui vient d'arriver lui aussi. Un tirage au sort sera effectué entre vous, suite à quoi l'un de vous fera le professeur et l'autre l'élève. Le professeur devra lire à haute voix un ensemble de mots écrits sur une feuille. Et l'élève, quant à lui, devra faire travailler sa mémoire et répéter dans le même ordre les mots prononcés. En cas de réussite de ce dernier, le professeur devra ajouter un mot à la prochaine liste. Et en cas d'échec, il devra lui envoyer une décharge électrique qui devra augmenter de 15 volts à chaque mauvaise réponse. Après l'annonce des conditions, l'expert tend une feuille à signer à James et l'informe qu'il est libre d'accepter ou non le protocole annoncé, en argumentant que l'expérience ne pouvait se dérouler qu'avec des personnes totalement consentantes. James signe les conditions et remet le seul exemplaire à l'expert. Puis, ce dernier le conduit vers une salle de l'expérience et, comme convenu, un tirage au sort s'effectue. Et James se retrouve dans le rôle du professeur. Le chercheur le soumet d'abord à un léger choc électrique de 45 volts pour lui montrer un échantillon de ce qu'il allait infliger à son élève en cas d'erreur. Puis l'installe dans un bureau en face d'une machine avec pleine de manettes correspondant chacune à une décharge particulière, allant de 45 volts jusqu'à 450 volts. Le deuxième volontaire, quant à lui, est placé dans une pièce distincte, séparée par une fine cloison et attachée sur une chaise électrique. Et l'expérience commença. Au début, tout se passe très bien. L'élève répond correctement et quand il ne le fait pas, les décharges que lui administre James sont si faibles que ça lui fait sourire. Mais à un moment donné, quand l'élève se trompe pour la 7e fois, James lui balance 135 volts qui le font hurler de douleur. Wrong. Volts. 135. And it's a woman. À cet instant, James prend conscience du caractère macabre de l'expérience et se tourne alors vers l'expert en murmurant quelques mots de protestation. Celui-ci fait semblant de ne pas être concerné et le somme de continuer. James répète la liste et l'élève se trompe à nouveau. James regarde alors l'expert et dit en s'adressant à l'élève « Je vais vous administrer une décharge de 150 volts », puis actionne la manette correspondante en fermant les yeux. Cette fois-ci, l'élève hurle plus fort que la fois précédente et supplie qu'on arrête l'expérience. L'expert lui répond « Je vous rappelle que vous avez signé les conditions du protocole. Nous allons donc continuer » en faisant signe à James de prononcer la liste suivante. Ce dernier, qui voulait également en finir, commence à murmurer quelques mots d'insatisfaction, poussant l'expert à lui dire d'un ton sec « L'expérience exige que vous continuez, monsieur. » Mais il semble souffrir, proteste James. « C'est normal, » répondit fermement l'expert. « Mais il est absolument indispensable que vous continuez, monsieur. » Après quelques instants d'hésitation, James se résigne à poursuivre. Après tout, l'expert sait ce qu'il fait, pensa-t-il pour se rassurer. Au bout de 10 longues minutes, James, complètement trempé de sueur, venait d'administrer une décharge de 330 volts à l'élève qui ne répondait plus. « Il ne répond plus !» remarque James. « Continuez, s'il vous plaît !» ordonne l'expert. Et toute absence de réponse sera considérée comme une fausse réponse.
If the learner doesn't answer in a reasonable time, about 4 or 5 seconds, consider the answer wrong and follow the same procedures you have been doing for wrong answers. Vous êtes sérieux? Répondit James d'un air terrifié. Absolument, dit l'expert d'une voix glaciale. Et s'il lui arrive quelque chose? Demande James. J'assume entièrement la responsabilité, répond l'expert. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. Et l'expérience se poursuivit. Arrivé à 390 volts, James se lève de sa place et refuse catégoriquement de continuer malgré la lourde insistance de l'expert. Suite à quoi, l'expérience prend fin. Il est ensuite accompagné à l'extérieur de la salle où le deuxième volontaire à qui il avait infligé tant de douleur l'attendait avec un grand sourire. À côté de lui, il y avait un jeune chercheur de 28 ans qui s'est présenté en ces termes. « Je m'appelle Stanley Milgram. Je suis chercheur en psychologie et responsable de cette expérience. En nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre participation. Sachez qu'aucune décharge électrique n'était réelle. Le deuxième volontaire ici présent est un complice. Vous ne l'avez donc absolument pas fait souffrir. Nous nous excusons de vous l'avoir fait croire car il nous fallait mesurer votre degré d'obéissance à l'autorité. Si cela peut vous rassurer, sachez que vous êtes l'une des rares personnes à avoir refusé de dépasser le seuil des 400 volts. Let me tell you first of all that this is not essentially an experiment in memory and learning. It's an experiment in which we are looking at your reaction to taking orders. The gentleman in there was not actually getting shocked. He was not getting shocked at all. James rentre chez lui, soulagé d'avoir fait avancer la science sans faire de mal à qui que ce soit, et tombe quelques années après sur une publication de Milgram où il disait « J'ai toujours été hanté par les atrocités commises lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'arrivais pas à comprendre comment des hommes dotés d'une éducation normale pouvaient commettre des actes ignobles en obéissant avec docilité aux ordres infâmes de leurs supérieurs. Camps de concentration, extermination du goulag, etc. Aujourd'hui, après avoir fait mon expérience de psychologie sociale sur plus de 620 personnes avec plus de 19 variantes différentes, j'arrive enfin à trouver un début de réponse à mes questions. L'être humain semble avoir une tendance extraordinaire à obéir aux figures d'autorité et à violer si nécessaire ses propres codes moraux ou à commettre les pires actions tout en déléguant sa propre responsabilité à l'autorité en question. En effet, nous avons été, mes collègues et moi, surpris et en même temps horrifiés de constater que plus de 65% des participants sont allés jusqu'au bout du protocole en administrant une décharge de 450 volts à un parfait inconnu, juste parce qu'un soi-disant expert le leur avait demandé. Premier point d'analyse. Dans la vie, il faut apprendre à distinguer entre l'obéissance éclairée et l'obéissance aveugle. Dans la conclusion de Milgram, celui-ci souligne avec stupéfaction cette tendance extraordinaire qu'a l'être humain à obéir aux figures d'autorité, à tel point que, selon les résultats de son expérience, sur plus de 620 participants de tout âge et origine confondue, 65 d'entre eux, à savoir 404 personnes, sont allées jusqu'au bout du protocole et ont administré une décharge extrêmement dangereuse à un parfait inconnu, juste parce qu'une autorité portant une blouse blanche le leur avait demandé, avec un air sérieux et parfois sévère, et sans aucune contrainte physique ou psychologique. La conclusion de Milgram est donc sans équivoque, surtout que son expérience a été reproduite de 1967 à 2010, des dizaines voire des centaines de fois sur des milliers et des milliers de personnes à travers le monde. Par exemple en Italie, en France, en Jordanie, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Autriche, en Espagne, en Australie, etc. En donnant parfois des taux d'obéissance supérieurs à ceux obtenus par Milgram. Mais attention, ce que Milgram souligne dans son expérience, c'est le caractère aveugle de l'obéissance et non pas l'obéissance en elle-même. Milgram n'a jamais prétendu que l'obéissance puisse être une mauvaise chose en soi, car selon lui, le placement
de l'individu au sein d'une hiérarchie l'un des fondements de toute société. Et l'existence d'une hiérarchie veut dire par définition la possibilité, parfois même la nécessité, d'obéir à la figure d'autorité. C'est donc une chose naturelle qui permet, selon Milgram, de vivre ensemble en société en limitant les conflits d'intérêts et en empêchant la destruction de la société. La question qui se pose alors, c'est comment différencier une obéissance aveugle et une obéissance éclairée. Selon ce que je comprends de l'expérience de Milgram, la principale différence se trouve au niveau de la responsabilité de l'exécutant. Si la personne représentant l'autorité est capable d'annuler réellement la responsabilité légale et morale de l'exécutant, celui-ci est tenu de coopérer. Comme par exemple un conducteur qui reçoit l'ordre d'un policier de passer dans une ruelle à contresens ou de ne pas s'arrêter à un feu rouge. En aucun cas, le conducteur ne peut être tenu responsable ensuite du non-respect du code de la route. Si, en revanche, la personne représentant l'autorité est incapable d'annuler la responsabilité de l'exécutant, la coopération de ce dernier n'est pas requise, peu importe la taille ou le poids de l'autorité. Comme par exemple l'expert en blouse blanche qui demande au volontaire d'envoyer une décharge électrique de 450 volts sur une autre personne. En cas de décès de cette personne, par exemple, aucun juge n'acceptera de dédouaner le volontaire qui sera, à mon avis, considéré au mieux comme complice d'un meurtre sans préméditation. En résumé, cette expérience m'a appris de toujours vérifier mon niveau de responsabilité face à un ordre donné par une figure d'autorité. Deuxième point d'analyse, en théorie, une parole d'honneur vaut de l'or. En réalité, les paroles s'envolent et les écrits restent. Imaginons un instant que cette expérience de mémoire annoncée dans le journal local eût été réelle. Maintenant, posons-nous la question suivante. Que se serait-il passé pour James en cas d'incident fâcheux avec l'autre volontaire? En cas de décès de ce dernier, par exemple. Il y aurait eu probablement intervention de la police, enquête, interrogatoire, recueil de témoignages, etc. Pour se défendre, James se serait probablement déresponsabilisé sur l'expert. Sauf qu'il y a 3 petits problèmes. Premier problème, James a signé les conditions du protocole en un seul exemplaire, qu'il a ensuite remis au responsable. Un exemplaire qui, bien sûr, peut disparaître comme par hasard pour arranger les intérêts de l'expert. Deuxième petit problème, quand James a eu un doute à un moment donné, l'expert lui a dit oralement « J'assume entièrement la responsabilité s'il arrive quelque chose à l'autre candidat ». Des propos qui ont encouragé James à continuer, mais qui risquent probablement d'être niés ou déformés lors des interrogatoires. Troisième petit problème, les potentiels témoins vont dire qu'à aucun moment l'expert n'a touché les manettes et que par conséquent, le seul vrai responsable est le pauvre James qui a dû probablement mal comprendre les instructions de l'expert. Aucun écrit, aucune trace. James, venu pour gagner 4 $ de l'heure, aurait probablement fini en prison pour meurtre sans préméditation. Et l'expert, quant à lui, avec un peu de chance et un avocat compétent, aurait été condamné uniquement pour négligence. Vous voyez comment se produisent les tragédies judiciaires? Dans la vraie vie, ce genre de mésaventures ou litiges se produisent tous les jours. Certes, pas d'une façon aussi dramatique ou aussi prononcée, mais cela se produit bel et bien tous les jours au niveau des accords ou des projets personnels, professionnels ou sociaux. Et les victimes sont souvent celles qui font preuve de naïveté en présupposant la bonne foi d'autrui et en prenant leurs propos verbaux comme argent comptant. Promesses d'augmentation, de salaire, de promotion, de mariage, de remboursement, etc. Malheureusement, à notre époque, la bonne foi et la parole d'honneur sont devenues une denrée très rare, surtout quand les enjeux sont de taille. Généralement, quand tout va bien, les paroles peuvent à la limite suffire, mais au moindre nuage dans le ciel, au moindre litige ou conflit, la personne naïve se rend compte avec stupeur d'une autre facette de son interlocuteur, et se rend compte aussi que la seule chose qui compte réellement, c'est les preuves, autrement dit les traces et les écrits. À titre personnel, ça m'arrive encore parfois, soit par manque de temps, soit pour diverses raisons, de m'engager oralement sur des projets ou des accords. Et je peux vous dire que
9 fois sur 10, je le regrette par la suite. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas de mauvaise foi, et toutes les personnes avec qui je traite ne cherchent pas à fuir leurs responsabilités en cas de problème. Mais l'expérience m'a appris que même face à des gens droits et honnêtes, les projets, les accords, les promesses et les engagements doivent nécessairement passer par l'écrit. Ne serait-ce que pour couper court à toute mauvaise interprétation éventuelle ou mauvaise compréhension d'une part ou d'autre. Une incompréhension qui pourrait entacher une longue collaboration ou une magnifique amitié. Parfois, on me dit « Pourquoi les écrits? Tu ne me fais pas confiance ?» Je réponds toujours « Non, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de tranquillité. » Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser